Bonjour à tous et bienvenue à ce 7e webinaire de l'Académie de Créteil. C'est dans un contexte un petit peu particulier que se déroule ce webinaire, puisque vous savez que depuis lundi, nous vivons des conditions extrêmement compliquées et difficiles, une EPS qui se déroule uniquement en extérieur. Et pour autant, nous avons décidé de maintenir ce webinaire parce qu'on doit se tourner vers l'avenir. On espère que très vite, très bientôt, nous allons revenir à une EPS, disons, normale. Et donc voilà, on a pris cette décision que de garder en état ce webinaire 7, qui est en fin de compte la première partie de 2 webinaires qui vont avoir lieu donc, dans la foulée, puisque le webinaire 8 aura lieu le 10 février. Il aura pour thème l'incidence des types de groupements sur les apprentissages et la socialisation, mais aujourd'hui nous allons traiter plus particulièrement de l'analyse des conduites motrices pour mieux prendre en compte la diversité de nos élèves. Alors, je vais essayer de vous décrire un petit peu la problématique. Nous avons essayé de prendre en compte la diversité de nos élèves en analysant la diversité de leurs réponses, face à une situation d'apprentissage qui engage l'intégralité de leurs ressources à des niveaux et à des degrés différents. Chaque réponse renvoie à une intention particulière, qui elle-même renvoie à une stratégie plus ou moins consciente. D'où l'intérêt de faire verbaliser ces intentions pour en élever le niveau de conscience. Cette stratégie s'explique en EPS par une réponse motrice, plus ou moins adaptée à la situation. Ce degré d'adaptation se calcule par l'écart entre l'attendu et le résultat produit. La marge d'erreur peut servir, dans certains cas, d'indicateur de performance ou d'efficience. Le rôle de l'enseignant est donc de savoir analyser chaque réponse, chaque stratégie, se référer à une typologie d'obstacles liés aux ressources cognitives, motrices ou psychosociales, et de proposer une remédiation, soit par la nature de la tâche, l'organisation matérielle ou le contexte relationnel. L'analyse des conduites motrices, vous l'aurez compris, représente donc un prérequis à toute forme de différenciation pédagogique. L'enjeu de ce webinaire est double. Le nombre d'étudiants qui se sont d'ailleurs inscrits en témoigne. C'est d'abord vous donner des éléments pour vous aider à préparer les concours, puisque vous le savez que certains d'entre eux ont une épreuve qui autorise donc la lecture des conduites motrices au travers de capsules vidéo, donc une lecture des conduites par l'image. Ensuite, le deuxième enjeu est un enjeu plus institutionnel. Il est en relation avec la grille PPCR. Je vous lis le 3e item de cette grille. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. Nous sommes bien dans ce webinaire numéro 7 au cœur des apprentissages en EPS. Pour illustrer ces propos, nous avons invité 3 enseignants d'EPS, Stéphane Bernier, qui nous fera une proposition en escalade, Aurélie Fenrich en athlétisme et Charlie Mansancal en danse. Ils auront chacun 10 minutes pour exposer leurs propos. À la suite de cela, de ce temps de présentation, vous pourrez poser vos questions, nous essaierons d'y répondre à un maximum. Vous pouvez aussi commencer à poser vos questions par chat pendant les exposés. Et ensuite, Juliette Martial, à mes côtés, essaiera d'animer cette partie questions-réponses. Voilà, donc je vais maintenant céder la parole à Stéphane Bernier pour la première présentation. Stéphane Bernier qui est du lycée Saint-Aspect à Melun. Stéphane, c'est à toi. Merci Patrick, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation au webinaire numéro 7. Avant de commencer, je tiens à souligner que la présentation d'aujourd'hui et les outils que nous allons vous proposer ne peuvent se départir du contexte où il a été vécu.
C'est un contexte de terrain dans lequel notre activité prend tout son sens dans l'action motrice des élèves et des réponses auxquelles nous sommes confrontés. Donc, pour la présentation suivante, vous allez pouvoir observer dans 3 capsules vidéo 2 élèves différentes qui, au cours de situations identiques, vont avoir des réponses motrices différentes. Par rapport à ces réponses, il s'agira de leur proposer d'autres situations qui pourront elles-mêmes être à la fois identiques, mais aux consignes légèrement différentes, et voir comment ces élèves vont réagir. Donc, vous allez avoir en présence des élèves d'une classe de 4e, d'un collège rural du sud Seine-et-Marne, qui ont découvert l'activité au cours d'une initiation lors d'un stage massé en activité physique de pleine nature. Elles ont vécu cette activité dans des situations de bloc ou bien de voie en milieu naturel. Pour ces élèves, le protocole de sécurité est acquis et présente pas ou peu d'appréhension vis-à-vis de la chute. L'objectif de la situation qui va vous être présentée est une simple escalade au sommet d'un mur avec des prises imposées. Le contexte de la voie est facile pour des débutants, de niveau 3C à 4A, avec une surface verticale, des prises qui sont de taille moyenne à large, une trame utilisée qui va être importante mais contraignante, et enfin une ouverture des voies qui vont correspondre à la taille de ces enfants. Par rapport à la proposition du cadre d'analyse, nous allons nous intéresser à 4 éléments principaux. Les préhensions, donc quelles sont les prises qui vont être privilégiées, saisies, éloignées ou proches, les comportements suite à ces préhensions, donc en termes d'organisation ou de réorganisation, et enfin les limites d'utilisation de ces prises. Jusqu'à quel moment les préhensions vont-elles être utilisées? Enfin, deuxième élément que nous allons observer, ce sont les appuis. Comment les pieds vont-ils se poser en voûte, pointe, en quart interne, quart externe, et verra-t-on l'apparition de pivots. Également, la simultanéité entre la traction des bras et la poussée vont être observées. Enfin, dernier élément concernant les appuis, quelles sont les actions qui vont être réalisées grâce à ces appuis? Tout d'abord, le fait de poser, puis charger, orienter, voire pousser sur ces appuis vont être déterminants en fonction des objectifs que l'on souhaite atteindre avec ces élèves. Troisième point d'observation, l'équilibration. Comment l'élève s'équilibre-t-il au cours de cette organisation ou de sa réorganisation afin de poursuivre son escalade? Enfin, dernier élément dont nous prendrons connaissance, c'est la prise d'information. Quelle mobilité de la tête par rapport au tronc, et à quel moment les informations sont-elles prélevées par l'élève? Nous allons donc voir sur cette première vidéo une élève qui va chercher des préhensions les plus hautes possibles. Son intention étant d'aller vers le haut, elle regarde principalement les prises à atteindre, donc une prise d'information plutôt vers le haut, avec de temps en temps un regard vers les pieds. Son escalade est plutôt de face, avec des pieds en profil, plutôt sur la pointe. On peut remarquer également qu'au lieu d'utiliser une seule couleur de prise, elle a tendance à replacer ses appuis sur toutes les prises de couleur. En termes d'équilibration, elle a plutôt son centre de gravité au centre des appuis, et on peut voir apparaître certains couples de rotation qui entraînent l'élève sur des effets de porte. Au niveau de l'objectif du but de cet élève, elle est sur une utilisation principale de ses qualités physiques de force au détriment de son équilibration. Elle subit la voie. On va pouvoir voir dans la deuxième vidéo une élève qui, elle aussi, est orientée vers le haut, avec une prise d'information qui, cette fois-ci, va être à la fois sur les pieds et sur les mains.
Le choix de prise est encore très aléatoire. Toutes les couleurs sont utilisées. Elle aussi s'oriente principalement vers le haut et a tendance à être sur une recherche d'équilibration principalement par les préhensions et peu par les appuis. Traction des bras pour réussir à replacer les pieds sur lesquels elle vient quand même de temps en temps prélever des informations. Les pieds sont replacés de manière très aléatoire et l'élève cherche à aller principalement vers le haut, donc aller chercher les prises très hautes. En conséquence, on propose à ces élèves une situation pour favoriser les appuis. Donc identifier, poser, charger, puis pousser sur ces appuis pour grimper la voie avec un minimum de mains. L'idée étant pour elle de pouvoir utiliser toutes les prises de pied qui vont être autorisées et chaque préhension va être comptabilisée, que ça soit un changement de main ou bien une prise suivante. On voit donc la transformation auprès de cet élève. Elle va avoir tendance à remonter les mains assez hautes pour pouvoir monter les pieds, mais subit de plus en plus d'effets de porte. L'appui est posé en pointe et lui sert vraiment à pousser pour aller chercher la prise suivante. On peut même constater qu'il y a sur ces poussées des moments pendant lesquels elle va avoir une extension vraiment complète. Utilisation principale pour cet élève de sa force physique pour trouver l'équilibration et une prise d'information qui est plutôt en mode réactif, puisque cette prise d'information n'a lieu que lorsqu'elle aura saisi ses préhensions. Même situation pour cet élève qui en revanche bénéficie de qualités physiques de force et de souplesse importante, qui en utilisant seulement 3 prises de main va réussir à arriver au même objectif que sa camarade. Une utilisation des préhensions très longue jusqu'à arriver à hauteur du bassin. On peut voir qu'à un moment donné, elle vient pousser avec une main qui est vraiment très basse, à la limite des genoux. Donc pour ces deux élèves, les consignes vont être légèrement différentes. La première, on va lui demander d'être beaucoup plus équilibrée lorsqu'elle va réaliser la même une autre escalade, pardon, être équilibrée avant d'aller saisir l'appréhension suivante, mais avec l'obligation pour elle, pour éviter de subir les phénomènes de porte, de devoir poser le pied gauche avant de saisir une préhension main gauche. De même, poser le pied droit avant de saisir une préhension main droite. Le but de la situation est pour elle d'être équilibrée, donc de tapoter la prise suivante lorsqu'elle aura posé le pied, de la tapoter pour prouver qu'elle est bien équilibrée sur ses appuis. Donc à chaque fois, j'interviens derrière en lui précisant qu'elle doit d'abord poser pied droit pour aller chercher une main droite. Ensuite, replacer pied gauche avant d'aller chercher une main gauche et de tapoter la prise, prouver qu'elle est bien équilibrée. Dans cette situation, elle a réussi justement à saisir ses prises, être bien plus stabilisée et ne plus subir les phénomènes de porte. Nous avons le même problème avec la deuxième élève, puisque elle-même subissait des effets de porte, en revanche gardait des préhensions très longtemps dans les mains. Donc cette fois, la situation est la même, mais pour elle, la consigne est légèrement différente. Lorsque sa préhension arrive à l'épaule, elle doit saisir la prise suivante. Donc saisie suivante, toujours pareil, elle vient placer le pied, elle tapote, elle prouve qu'elle est en équilibre. Enfin, pardon, qu'elle est équilibrée. On va saisir l'appréhension suivante.
À l'issue de ces différentes situations et remises dans des situations, avec des consignes différentes, elles vont rebasculer sur leur première voie et cette fois essayer de comparer entre le premier passage et le passage à l'issue des deux situations proposées. Encore une fois, il s'agira par questionnement et revoir avec elles, également avec un support vidéo, quelles ont été les transformations et leurs possibilités de s'améliorer. Donc Aurélie Fenrich du lycée Pierre de Coubertin, Meaux, qui va nous faire la deuxième présentation en athlétisme. Bonjour à tous, merci pour l'invitation au webinaire. L'enjeu de mon intervention, ce sera de montrer le lien fort existant entre l'analyse de la conduite de la motricité de nos élèves et les différenciations pédagogiques adaptées et qualitatives que nous allons mettre en œuvre. Je vais vous présenter différentes séquences de vidéos. La première, ce sera de permettre de comprendre comment on est passé d'un comportement initial à un comportement final pour deux élèves de l'AS d'un collège de Seine-et-Marne, placés dans une même situation, à savoir un saut en multibond. On leur a demandé de réaliser avec une course d'élan de 40 pieds un saut constitué de 3 foulées bondissantes et d'une réception dans le sable. Donc là, on voit les deux moments. Le premier temps où ils sont placés dans la situation et ils proposent une adaptation. Et le deuxième temps, c'est après une succession de remédiation et un travail sur des consignes et un aménagement du milieu où on voit l'évolution de nos élèves et des transformations apparaître. Donc on remarque bien que deux élèves placés dans une même situation réagissent différemment, adoptent des comportements particuliers, développent des stratégies personnelles pour répondre aux exigences de la tâche qu'on leur a demandé et aux consignes de l'enseignant. Ici, les élèves agissent ainsi parce qu'ils ont une bonne raison de le faire. Ce sont leurs adaptations à l'instant T face à une tâche imposée. Donc, leurs adaptations font appel à leurs ressources à ce moment-là et elle est guidée par leur motivation, par leur vécu et leur expérience antérieure. Donc à partir de l'observation et de l'analyse qu'on va en faire, nous allons chercher les différentes causes du comportement observé, d'où l'importance pour les enseignants de connaître les élèves et leur fonctionnement, ainsi que les différentes connaissances liées à l'activité elle-même pour proposer des solutions adaptées et pertinentes. L'observation, on va y revenir un petit peu dessus, puisque c'est un point essentiel et incontournable pour les enseignants de PS, une compétence professionnelle nous permettant d'analyser les comportements moteurs et ainsi permettre de guider nos élèves dans leur transformation. Donc observer, c'est étudier avec soin, considérer avec attention le comportement de nos élèves, donc à la fois regarder, écouter, sentir suivant les différentes activités. Par exemple, en saut, le bruit des appuis au sol peut être un indice intéressant à prendre en compte pour analyser la réalisation de nos élèves. Donc grâce à cette observation, on va pouvoir identifier les acquis de nos élèves, repérer les manques, repérer et distinguer des niveaux de maîtrise et ainsi proposer des différenciations pertinentes et adaptées. Ces différenciations, elles sont essentielles pour aider nos élèves à se transformer, parce que si on ne propose pas les bons repères, les bonnes intentions et si nos aménagements ne sont pas adaptés, nous ne les mettons pas dans les meilleures conditions pour réussir ce qu'on leur demande. Donc ici, nous allons revenir plus en détail sur notre élève de 6e. Donc la planche que l'on propose dans un premier temps, c'est une planche à 6 mètres. On remarque que c'est une élève qui est engagée, motivée, avec de certaines qualités physiques. Elle réalise une course d'élan de 8 foulées, accélérée. Elle a 3 foulées bondissantes dont l'amplitude des bonds est inégale et on peut remarquer notamment sur la dernière foulée bond qui est très réduite. Le ramener dans le sable pour son niveau de 6e est très correct et il s'effectue sur des jambes fléchies.
Donc l'axe de transformation pour cet élève, ce sera d'améliorer la qualité de ses foulées bondissantes ainsi que l'amplitude de ses bonds. Donc dans un premier temps, une remédiation très simple pour cet élève, ce sera de reculer la planche et de passer la planche à 7 mètres. Et on va coupler cette remédiation en lui donnant des intentions où on va chercher à augmenter la distance entre chaque bond en lui demandant de pousser fort au sol ainsi que d'essayer de fixer son genou. Donc pour une élève de 6e, fixer son genou, on va essayer de lui donner une image. Si je te prends en photo, en l'air, en suspension, il va falloir que tu me faire une belle fente. À cela, on place des plots sur le côté, enfin on place les plots pour lui permettre de visualiser à la suite de son saut l'amplitude de ses bonds et la longueur de chacun de ses bonds, et on le fait mesurer avec les pieds pour qu'elle visualise concrètement et qu'il y ait une prise de conscience de la part de l'élève sur justement l'amplitude des bonds. Et donc on peut remarquer que le premier bond est à 10 pieds, puis ensuite 8 pieds et 8 pieds pour les deux suivants. Son saut est de meilleure qualité puisqu'on remarque qu'au niveau du dernier appui, elle se retrouve à nouveau très proche du sable alors qu'on avait augmenté la distance de la planche d'1 mètre. Donc il y a eu de meilleures poussées. Et on peut ajouter aussi qu'au niveau de la vitesse de sa course d'élan, elle arrive un petit peu moins vite parce qu'elle est en train de s'adapter au changement qu'on lui a demandé. Et du coup, il lui faut un petit peu de temps pour agir. Sur l'étape suivante, on met la planche à 7,50 m, on lui laisse les plots repères sur le côté et on garde les mêmes intentions. Donc fixer le genou, pousser fort au sol. On remarque que au niveau de la qualité de ses foulées bondissantes, c'est bien meilleur, le genou est bien fixé. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle a posé ses appuis à côté de chacun des plots qu'on lui avait mis comme repère. Et on remarque là que les plots, dans un premier temps, étaient une aide, mais deviennent un frein, puisqu'elles se cantonnent à être juste à côté des plots et du coup réduit la poussée qu'elle pourrait éventuellement faire. Donc ici, on a un bel exemple de l'influence de l'aménagement du milieu sur les conduites motrices de nos élèves. Donc, dans l'étape suivante, il s'agira d'enlever les plots et on va voir qu'en enlevant les plots, on revient un petit peu en arrière. C'est normal, c'est un passage obligé. L'enseignant sera là pour accompagner et valoriser l'élève, pour lui permettre de retrouver les repères qu'elle avait construits dans la situation précédente. Et elle aura besoin de temps et de répétition pour vraiment fixer ce qu'elle avait pu créer sur la situation d'avant. Et enfin, quand au bout des répétitions, elle arrive à tout fixer, elle réalise un saut de bien meilleure qualité et avec une évolution et des transformations bien identifiables. Passons maintenant à notre élève de 5e. Donc, il est placé dans la même situation. Sa planche à lui sera placée à 8 mètres. La course d'élan qu'il va réaliser est composée de 6 foulées. On remarque que son saut est plutôt précipité. Il a des temps faibles de suspension. On a l'impression qu'il n'a pas le temps d'agir. Son genou est fixé et plutôt bas, les poussées sont réduites et on remarque qu'à la réception, il est en déséquilibre avant avec le regard porté sur le sol. Donc l'axe de transformation pour cet élève-là, ce sera de travailler sur l'équilibre général du saut, la qualité de ses foulées bondissantes et d'accepter de prendre plus de temps pour agir. La première remédiation proposée pour cet élève, ce sera de jouer sur l'intention de se redresser lors de sa course d'élan en prenant un point fixe face à lui et de travailler sur la position de son genou, donc fixer genou, pousser longtemps au sol avec la notion et l'idée de fente. On constate donc que au niveau du saut à l'appel, l'équilibre est meilleur, il est plus redressé, les poussées se font sur l'avant, vers l'avant, et son genou est fixé, mais on remarque que au niveau de son genou, au fur et à mesure des bonds, il descend, et lors du ramené, c'est quand même plus équilibré. Donc là, on va jouer à nouveau sur le temps passé en l'air, prendre le temps d'agir. Donc, on va garder les mêmes intentions sur le genou fixé et la poussée. On va rajouter un guidage sonore. On va claquer à chaque fois qu'un appui est posé au sol pour que cela lui permette de prendre conscience du rythme de son saut.
Donc, à chaque appui, on tape dans les mains et il a un retour au niveau de sa réalisation, tout en essayant de garder les intentions de genoux fixés et de poussée prolongée. On remarque que cet élève associe le fait de passer du temps en l'air avec une augmentation de l'orientation de la poussée sur la première foulée bondissante, mais on voit qu'il recherche une plus grande amplitude et un temps un peu plus long en l'air. Donc, il y a des améliorations. Sur la dernière séquence, on va lui demander d'espacer ses claques, donc agir pour qu'il prenne plus de temps. Et on constate quand même que les améliorations sont visibles par rapport à son premier saut précipité. Donc à travers ces différentes séquences, j'ai cherché à vous montrer que chaque retour, chaque aménagement induit quelque chose sur les conduites motrices de nos élèves. Rien n'est anodin, il n'y a pas de solution magique, unique et qui fonctionne tout de suite. Aussi, analyser de façon pertinente les conduites motrices de nos élèves et proposer des remédiations adaptées sont les clés permettant à nos élèves d'être en réussite dans leurs apprentissages, mais ça demande du temps et de la répétition. Merci. Bien, dernière intervention, Charlie Monsancal, Robert Desnos, à Orly. Alors bonjour à tous et merci pour votre invitation. L'activité support de mon intervention sera donc la danse scolaire. De par la place singulière qu'elle occupe en EPS, en tant qu'activité artistique, l'analyse motrice ne peut, à mon sens, être isolée de l'intention chorégraphique. Or ici, le choix avait été fait pour cette classe de 5e, en réseau d'éducation prioritaire renforcé, de travailler autour du voyage, en écho au programme de 5e en lettres modernes. La thématique de travail proposée en EPS était « Vers de nouveaux horizons ». Le cadre d'analyse de la motricité proposé se décomposera en 3 grands axes, toujours en lien avec l'intention, que je détaillerai au fur et à mesure de mon intervention. Je vous propose de regarder d'abord cette vidéo support de l'analyse, qui est une présentation d'un projet chorégraphique en cours de construction. I'm not ready to play. I'm not ready to fight. I'm not ready to be the prey of this one-sided game. I'm not ready to stay. I'm not ready to go. I'm not ready to last. My thoughts eclipse upon your soul. Alors, premier axe d'analyse, la capacité à réaliser un procédé de composition en lien avec une intention. Et plus précisément ici, nous allons analyser, nous allons observer l'unisson utilisé dans ce projet pour signifier la détermination avec une utilisation d'un mouvement de bras en forme de vague qui revient comme un leitmotiv pour signifier le lointain. Et en réalité, on va observer que ces élèves ne sont pas vraiment à l'unisson. Pour cela, je vous invite à regarder Moussa et Sloan, qui sont au premier plan, pour tenter d'en comprendre la raison. En fait, Moussa a une logique inversée par rapport aux autres danseurs. Son mouvement de bras est initié par la main, et ce mouvement de bras peut être qualifié de global, puisqu'il n'est pas décomposé. En conséquence, il n'est pas à l'unisson avec les autres danseurs qui, eux, initient leur mouvement par le coude, et terminent leur mouvement par la main. On peut donc émettre l'hypothèse que le problème rencontré par Moussa est un problème biomécanique. Il n'a pas construit la décomposition gestuelle sur ce mouvement. Il n'est donc pas coordonné avec les autres élèves. Sloan ne rencontre pas le même problème que Moussa. Donc Sloan, on pourrait dire qu'elle est en quête de repères externes, car elle n'a pas construit de repères internes. Elle prend de l'information sur Moussa avant de lancer son mouvement. Elle se retrouve donc constamment en léger retard dans son timing de déclenchement de ses gestes. Le problème rencontré à ce moment-là est très certainement informationnel, ce qui l'empêche d'être synchronisé avec les autres élèves. En définitive, cette unisson peine à être réalisée pour différentes raisons.
coordination pour l'un, synchronisation pour l'autre, ce qui nuit à la portée symbolique de ce procédé de composition. Deuxième axe d'analyse, la capacité à assumer leur rôle de danseur, et ici, lors de leur déplacement, par l'utilisation d'un regard pour renforcer le propos. Ils ont fait le choix de contraster leur déplacement par des moments d'arrêt volontaire avec des blocages pour signifier l'incertitude et des phases de mobilité avec, par exemple, des trajectoires indirectes pour illustrer l'exploration. Or, Moussa, au moment de son blocage, ici, regarde au sol. En fait, il se trouve en déséquilibre par le couplage de deux raisons. Il pose ses deux derniers appuis très proches l'un de l'autre et il est de face. Là où les autres élèves ont les appuis bien plus écartés et sont orientés de profil. De plus, leur regard est orienté vers la suite de la chorégraphie, ce qui les aide à s'équilibrer. Moussa pose alors donc son regard au sol pour se rééquilibrer et on va pouvoir voir un écrasement des appuis et une perte de sens dans la marche. On peut émettre l'hypothèse que le problème est d'ordre biomécanique puis informationnel avec une incidence sur sa capacité à rester dans son rôle de danseur. Sloane, quant à elle, ne place pas son regard intentionnellement. Là, on peut voir effectivement qu'elle est en train de prendre de l'information sur ses camarades. Et elle alterne aussi ses phases de prise de repère sur ses camarades avec des moments où elle regarde au sol. Elle rencontre très certainement un problème informationnel, puisqu'elle est à nouveau donc en quête de repère, et son regard au sol traduit quant à lui une perte de sens dans la symbolique de la marche. Finalement, comme bon nombre d'élèves, ils n'ont pas forcément compris que la marche est un geste dansé lorsqu'elle est porteuse de sens et qu'ici, le rôle du regard est primordial pour qu'il renforce le propos et dans le même temps, il peut aider à la réalisation d'un geste porteur de sens. Troisième et dernier axe d'analyse, la capacité à enchaîner une suite logique de mouvements au service de l'intention. Nous allons donc analyser le moment où les deux filles qui sont ici, après une phase au sol, que vous avez pu voir, décident de se relever. Tout le monde aura compris la portée symbolique de ce geste au regard de leurs propos. En fait, on peut identifier qu'elles vont avoir du mal à se relever. Et il y a, à mon sens, des difficultés à exploiter la logique gestuelle de mise en tension du corps pour profiter ensuite de l'élan. On va voir effectivement que le genou gauche va se relever et que la jambe droite va venir entourer la jambe gauche. En fait, malgré cela, elles sont obligées d'utiliser des appuis manuels pour se relever. Elles n'exploitent donc pas le renvoi espéré par la mise en tension initiale. Le problème est sûrement biomécanique puisque ces gestes non prévus vont à l'encontre de la logique gestuelle et donc viennent parasiter le propos, voire même nuisent au propos. Après ces observations et ces hypothèses, je vais vous proposer un certain nombre de remédiations qui cherchent globalement à améliorer la lisibilité gestuelle des danseurs pour renforcer le propos. La première remédiation, durant cette première remédiation, j'amène les élèves à s'observer à l'aide de critères. En effet, il me semble important que pour donner du sens à ces remédiations proposées, je les place quelque part dans un rôle de spectateur de leur propre projet, afin qu'ils puissent identifier visuellement les problèmes. Puis, ici, je les accompagne pour leur faire verbaliser sur ce qui se passe, ce qu'ils ressentent au moment de la réalisation. Donc là, ils sont en train d'exprimer clairement la difficulté qu'ils ont
au moment de leur unisson, à se retrouver ensemble. Troisième remédiation, un travail de groupe qui lie phase de réflexion, comme on peut le voir, et un travail d'exécution qui va arriver juste après, en privilégiant l'action à la réflexion, de telle manière à gagner en efficacité. Au départ, et non pas mais simplement pour qu'elle puisse construire, prendre des repères qui sont ses repères à elle, sans nuire aux propos. Quatrième remédiation, que vous venez de voir, nous avons isolé le duo pour qu'elle puisse avoir un travail de décomposition de ce moment-là. Et ce travail de décomposition a été fait avec une vitesse d'exécution beaucoup plus lente. Et enfin, dernière remédiation, une phase de présentation sans musique avec un apport de régulation en direct. Et ces régulations portent sur le placement du regard, aussi bien que sur la précision gestuelle. Et donc, enfin, le produit de toutes ces remédiations, avec bien évidemment un travail qui resterait encore à faire, hein, mais voilà, dans leur projet chorégraphique, on peut noter une nette amélioration des unissons, une prise de repère qui est affinée, et une logique gestuelle qui est clarifiée. Le tout au service de leur intention. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce webinaire qui est consacrée à vos questions. Et donc, je vais demander à Juliette de commencer à poser à nos intervenants les questions. Bien évidemment, on va essayer de prendre le maximum de questions que vous avez pu poser sur le chat et répondre donc assez brièvement si vous le voulez bien, puisque les questions sont assez nombreuses. Voilà. Merci Patrick. Bonsoir à tous. Nous allons passer donc maintenant à ce temps d'échange et nous allons tenter de répondre aux questions de nos participants qui souhaiteraient dans un premier temps quelques petits éclaircissements techniques. Et donc je vous propose pour cela qu'on voit un petit peu par activité vos propositions pour aller un petit peu plus en profondeur. Alors pour commencer avec l'escalade, est-ce que Stéphane, tu pourrais nous préciser ce que tu entends par une trame, puisque c'est quelque chose que tu as repris plusieurs fois dans ta présentation, tu as dit que c'était une trame à la fois importante et contraignante, et comment tu t'appuies dessus donc, pour contraindre la motricité des élèves et les amener à ces transformations que tu nous as montrées. Concernant la trame, c'est le nombre de prises disponibles par mètre carré. Donc elle est importante donc ici avec les élèves de collège, elle est de 5 à 10 prises au mètre carré. Ensuite, elle est contraignante dans l'ouverture. L'ouverture, c'est la manière dont on va placer les prises, le sens, l'orientation, les mouvements que cela va générer. Donc elle est contraignante parce qu'il ne s'agit pas de reproduire un mouvement d'échelle, mais au contraire d'amener les élèves à une gestuelle bien particulière. Plus nous aurons de prises au mètre carré disponibles, et plus il sera possible de proposer une richesse de mouvements et une variété de situations. D'accord, donc merci pour cette précision concernant la trame. Et un autre élément qui est revenu assez souvent dans ta présentation, tu parlais d'un effet de porte.
sur les réponses des élèves. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là? Alors, il s'agit d'un couple de rotation. Lorsque la préhension est alignée avec l'appui, donc lorsqu'on est en préhension main droite et appui pied droit, on perd cette notion de triangle d'équilibration. Au contraire, on va subir, comme les gonds d'une porte, ce couple de rotation qui va entraîner tout le corps à être déséquilibré sur le côté concerné. Très bien, donc on est vraiment sur cette phase un petit peu d'explicitation technique de l'activité, puisque vous êtes des spécialistes et c'est ça qui est intéressant dans vos propositions. Chacun d'entre vous, dans vos présentations, vous avez énuméré un certain nombre d'observables qui ont guidé votre analyse et votre observation. Est-ce que tu pourrais nous les repréciser en escalade pour les collègues qui souhaiteraient avoir plus de précision et voilà, une vision un petit peu plus globale de ce que tu as comme cadre? Pour ce cadre, j'ai utilisé quatre éléments, les préhensions, les appuis, l'équilibration et enfin la prise d'information. Donc, au niveau des appuis, il s'agissait de repérer quelles étaient les parties du pied qui venaient se poser sur les prises et par rapport à ces appuis, quelle était l'action motrice qui était générée derrière. Donc, je reviens bien sur le fait qu'il s'agit dans un premier temps de poser son pied, de charger cet appui et enfin de pousser sur celui-ci pour réussir à avoir un mouvement dynamique derrière. Au niveau des préhensions, c'était l'éloignement des prises par rapport à ce qu'on souhaitait atteindre en termes de main suivante. C'était également la tenue de cette préhension. Était-elle brève, était-elle plutôt longue, et jusqu'à quelle hauteur la préhension était maintenue. Donc, pour les débutants, c'est plutôt une préhension qui va être relâchée lorsque la main arrive à hauteur des yeux. Et là, en fin de séquence, on peut voir que les élèves conservent cette préhension beaucoup plus longtemps. Notamment la seconde élève qui a des qualités de souplesse et elle qui va pouvoir réussir à générer un groupé important avec une prise qui va se retrouver sous le bassin. Enfin, la prise d'information, à quel moment a-t-elle lieu? Est-ce lors de la saisie? Est-ce lors de la recherche d'appui? Ou bien est-ce au moment de la recherche d'une prise suivante? Donc, par rapport à ça, ces prises d'information sont-elles en mode réactive ou bien en mode anticipatrice pour la prise suivante? Et dernier élément que j'ai utilisé dans ce cadre d'analyse, c'était l'équilibration. Donc, s'agit-il pour l'élève d'être équilibré? Comment il s'organise ou il se réorganise pour réussir à trouver cet équilibre avant de passer à une phase plus dynamique pour de nouveau ensuite retrouver une phase d'équilibration. Merci Stéphane. Donc on voit bien comment ces éléments-là que tu viens de repréciser nous permettent d'avoir une perception plus fine de la motricité des élèves et de leurs réponses. Et quelles hypothèses du coup on peut faire à partir de ce qu'on observe. Je vais rebondir sur une question qui nous a été posée par un des participants. Donc par rapport aux vidéos que tu as proposées, quelles hypothèses pouvez-vous formuler pour les élèves en escalade par rapport au comportement que vous avez décrit? Alors, les hypothèses viennent du fait que ce sont des élèves qui sont licenciés à l'AS Gymnastique. Donc, elles ont des qualités motrices importantes en termes de force et de gainage. En conséquence, elles exploitent ces qualités au détriment des appuis. Donc, elles sont capables de saisir, on l'a vu sur la deuxième élève par exemple, de développer énormément de force avec les membres supérieurs. Et ça va se faire justement au détriment de l'équilibration ou bien des appuis. En conséquence, il va falloir réussir à rééquilibrer cette utilisation de force et exploiter davantage l'utilisation des membres inférieurs. Et réussir également à coupler le phénomène de traction et de propulsion à partir des jambes. Tout ceci pour leur permettre par la suite de grimper dans des voies d'une plus grande complexité et de minimiser l'impact énergétique
sur leur escalade. Très bien. Alors merci Stéphane pour ces réponses concernant tes propositions en escalade. Je vous propose qu'on passe maintenant aux propositions en athlétisme, parce qu'il y a eu pas mal de questions. Donc on va rentrer tout de suite dans les propositions qui ont été faites, puisqu'il y a eu quelques précisions qui étaient attendues. Alors une première question, pourquoi ne pas mettre les 3 plots à des distances équivalentes pour aider l'élève, puisqu'elle les utilise comme repère? Alors c'était une étape que je n'ai pas filmée, mais effectivement au départ c'était partir de ce qu'elle savait faire et donc lui donner des repères qui étaient accessibles pour la mettre en réussite, pour après travailler sur les intentions de prolonger la poussée. Et après, effectivement, on a décalé la planche, on a décalé les plots, mais j'étais contrainte dans ma présentation en termes de temps, donc c'est une séquence que l'on a faite, mais qui n'est pas apparue à l'image. Donc du coup, effectivement, c'est une étape en plus supplémentaire. Et c'était pour montrer que justement, pour aider les élèves à se transformer, on passe par plusieurs étapes, plusieurs remédiations, et qu'on s'adapte au comportement des élèves et aux réactions des élèves par rapport à ce qu'on a mis en place. Oui, effectivement, on a bien vu dans ta deuxième proposition, le repère, c'est des repères sonores et non plus visuels. Donc, on a une question à ce sujet. Quel repère tu donnes aux élèves lorsque tu travailles sur les repères sonores? J'avais choisi pour ce deuxième élève, donc l'élève de 5e, un repère sonore, parce qu'il était fortement guidé dans son comportement par les yeux. Il était déséquilibré à l'impulsion avec un regard porté au sol. Donc si j'avais utilisé le même guidage visuel avec des plots repères pour cet élève, j'aurais renforcé son défaut. Donc là, j'étais partie sur le sonore pour qu'il y ait une prise de conscience et une écoute par rapport à un rythme qu'il a dans sa réalisation motrice. Et donc, c'était pour qu'il prenne conscience et qu'il découpe et qu'il sache vers où aller après en l'induisant dans l'idée d'espacer ces différents claps de main sur chaque appui. Est-ce que les collègues se demandent également, est-ce qu'il est possible de mettre en place ces différentes régulations dans la même séance, dans la même leçon, est-ce que c'est possible de l'organiser? Ça dépend de l'évolution de l'élève en fait. Si, par exemple, l'élève de 6e, je lui ai proposé les différentes évolutions et elle a tout de suite réagi et tout de suite, elle cherchait à se transformer, les transformations étaient réelles. L'élève de 5e, ça a mis un peu plus de temps. On a vu qu'au niveau moteur, au niveau gainage, savoir comment mobiliser les différents segments de son corps, il commence à être dans la préadolescence, il est moins à l'aise et du coup ça met un petit peu plus de temps. Donc en fonction de vos élèves et de leur qualité physique et capacité physique à mobiliser et à se transformer, ça prendra plus ou moins de temps et il faut savoir que ça demande de la répétition. Donc c'est pareil, en fonction du nombre de sauts que vous proposez à vos élèves, à un moment donné, si on a trop de répétitions, on n'arrive pas au niveau, on rentrera dans un état de fatigue qui ne sera pas productif pour avoir une réelle transformation. Donc c'est un dosage en fonction des élèves, s'ils réagissent vite aux remédiations ou s'ils ont besoin de plus de temps pour se transformer. Très bien. Et pour rebondir sur les questions qui nous arrivent, et si l'enseignant n'avait rien proposé, il avait juste laissé cet élève-là dans cette situation, la situation initiale, est-ce qu'il n'aurait pas pu progresser simplement en s'adaptant avec ses propres ressources personnelles à cause de la répétition? Je ne pense pas. On a quand même un rôle dans les transformations motrices de nos élèves et si on les laisse faire sans les guider et les orienter sur les améliorations possibles à aller chercher, ils vont passer quelques fois, puis après ils vont s'arrêter puisqu'ils ne savent pas vers où aller. Et après, les guider de façon avec des intentions, avec des repères, je pense que c'est indispensable. Effectivement, pour certains élèves, conserver des intentions, c'est suffisant. Pour d'autres, il faut introduire un aménagement du milieu, des guidages différents et variés pour qu'on ait la réaction attendue. Mais on ne peut pas laisser un élève dans une situation initiale et se dire qu'il va se transformer tout seul. Donc on voit bien avec la vidéo cette transformation, si on faisait des arrêts sur l'image, on voit bien cette évolution de la connaissance.
Ce qui m'amène à vous poser cette question concernant la vidéo, pour après faire la transition avec la danse. Est-ce que dans vos activités, autant en escalade qu'en athlétisme, ce sont des outils que vous utilisez avec les élèves par moment? Est-ce que vous utilisez la vidéo régulièrement, souvent? En effet, on a disposé d'un temps de présentation, certes long, mais également court. Donc, on ne voit pas sur la dernière situation. Les élèves repassent une nouvelle fois dans la voie de la situation initiale, qui a déjà été filmée. Et la troisième situation va également être filmée. Et ça va leur permettre, justement, par l'utilisation de certains outils vidéo, de pouvoir comparer le premier passage et le dernier passage. Encore une fois, c'est intéressant également, puisqu'ils sont par groupe de 3, des groupes homogènes, de voir quelles sont les méthodes employées par les autres partenaires. Donc il va y avoir une confrontation à sa propre réalisation grâce à ces outils vidéo, mais également grâce au passage de ses partenaires. En athlétisme, et là par rapport au saut, j'utilise la vidéo à un moment donné où l'élève n'arrive pas à se transformer et les simples intentions ou les repères ne fonctionnent plus. Là, je lui propose d'être filmé et de voir ce qu'il fait vraiment, parce qu'il manque d'une prise de conscience par rapport à ses sauts. Et de lui montrer en comparaison ce qu'on cherche à atteindre avec un modèle qui réalise le saut de façon correcte. Et donc c'est vraiment une aide dans la visualisation de sa propre réalisation. Alors justement, cette réponse que tu viens d'apporter va permettre de rebondir sur la question qu'on nous pose à l'instant. Pour toi Stéphane, en escalade, sans la vidéo, comment permettre à l'élève de se rendre compte de ses progrès entre le premier passage sur les voies et les passages après les situations, donc sans la vidéo? Alors, il y a différentes possibilités. La première qui va être dans la comptabilisation du nombre de mains utilisées ou du nombre de pieds utilisés, et d'utiliser ces rapports pour réussir à voir quelle a été l'utilisation principale, donc à savoir soit les préhensions, soit les appuis. Encore une fois, dans la deuxième situation, tous les pieds étaient possibles. Si on veut favoriser l'utilisation des membres inférieurs, on a plutôt intérêt à leur donner la possibilité de pouvoir poser des appuis, plutôt que de mettre que des prises de main, donc que des préhensions, ce qui les amènerait à être principalement sur la traction. Donc c'est ce genre d'outils qu'on peut utiliser. Très bien. Alors, donc ces réponses, ces retours concernant l'autoscopie nous permettent de faire tout de suite la transition avec la danse, puisque c'est au cœur des propositions que tu nous as fait, Charlie. Et c'est vrai que ce rôle de spectateur en danse, il est quand même fait partie de l'ADN de l'activité, hein, et il met encore plus en avant ce travail d'observation de l'autre et de soi. Est-ce que tu pourrais nous préciser quels critères tu as donné à tes élèves dans cette phase d'autoscopie lorsqu'ils étaient en train de s'observer eux-mêmes? Effectivement, la capacité des élèves à pouvoir observer en tant que spectateur une chorégraphie est différente de la capacité à s'observer pour favoriser la transformation motrice. Donc, c'est deux choses différentes, mais l'apprentissage qu'on va mettre en place va aider l'un et l'autre. Et du coup, ce n'est pas anodin de observer, d'avoir un rôle de spectateur, c'est pas anodin de s'observer. Et donc le rôle de l'enseignant là, il est central parce qu'il s'agit pour lui de donner des critères d'observation. Et il est important que les objets d'enseignement sur lesquels l'enseignant centre ses élèves soient au cœur de l'observation. Donc ça, c'est dans le cas où la vidéo serait utilisée pour faire progresser les élèves. Mais le rôle de spectateur, ça peut être aussi simplement le fait d'observer une chorégraphie, une intention chorégraphique, et simplement avoir, comment dirais-je, un regard
peut-être émotionnelle, ou en tout cas pas forcément guidée par l'enseignant, ou en tout cas pas toujours guidée par l'enseignant. Donc il faut arriver à jongler entre ces deux choses, l'objet d'enseignement pour progresser, et puis à un moment donné avoir peut-être un regard plus sensible sur ce qui nous est proposé, de telle manière à ne pas oublier que voilà, la danse a quand même une place singulière dans nos programmations en EPS. Merci d'avoir précisé donc, cette différence entre le rôle de spectateur et l'organisation, l'aménagement que tu vas mettre en place pour amener à la transformation de la motricité de tes élèves. Dans cette autoscopie, quels critères tu vas donner aux élèves? Quels critères d'observation? C'est la question de Eh bien, par exemple, sur la vidéo qu'ils ont pu voir, on cherchait à justement voir si les unissons, au regard de leurs propos, étaient correctement réalisés. Et donc là, je leur ai demandé de regarder s'ils étaient synchronisés. Donc le critère de synchronisation ou de coordination permet justement de les centrer sur eh bien, la qualité de leur mission. D'autres observables peuvent être justement le placement du regard, toujours en écho avec mes propositions. Et donc, du coup, c'est toujours finalement les critères d'analyse que j'ai utilisés qui vont guider finalement, en fonction des ressources qui perturbent mes élèves, qui vont permettre de guider les élèves sur ce qu'ils doivent observer, ce qu'ils doivent analyser eux-mêmes sur les vidéos. Tu nous as aussi parlé des ressentis, puisque c'était quelque chose qui devait verbaliser dans ta situation. Est-ce que pour toi, cette phase-là, on a vu à un certain moment individuel, collectif? Est-ce que dans la progression, dans le temps, tu passes par différentes étapes? Est-ce que tu peux préciser un petit peu cette organisation? En fait, effectivement, le travail de ressenti, il est difficilement palpable et c'est très difficile de le verbaliser. Et donc, du coup, là, encore une fois, le rôle de l'enseignant, il est indispensable pour que justement les élèves ils puissent exprimer, ou en tout cas essayer de l'exprimer. Et parfois les élèves ont des intentions qui sont différentes. Certains pensent bien faire, d'autres pensent qu'ils sont à l'unisson, ils ne ressentent pas les mêmes choses. Et donc, ce moment de verbalisation avec l'enseignant, médié par l'enseignant, est intéressant justement pour les aider à cela. Donc, dans un premier temps, effectivement, le rôle de l'enseignant est primordial, et puis il peut être progressivement délégué aux élèves eux-mêmes, voilà. Bien sûr, hein, progressivement, mais comme on a pu le voir dans la vidéo, pendant cette phase de réflexion et action, où finalement, une fois qu'on les a accompagnés, eh bien, ils peuvent re-réfléchir ensemble par rapport aux problèmes rencontrés. Est-ce que dans cette phase de travail sur les ressentis, il y a un ressenti en particulier sur lequel tu vas travailler en premier? Effectivement, il y a différentes étapes, hein, mais ça va dépendre du niveau de classe. Ça va dépendre du niveau de classe. Donc, sur des classes de cycle 3, les élèves ont du mal à, finalement, ils ont encore des difficultés par rapport à leur schéma corporel. Et donc, leur demander de sentir, par exemple, sur un étirement, que, eh bien, il y a les côtes qui s'étirent, et pas simplement demander le geste, mais associer le geste à ce qu'ils peuvent ressentir. Et puis progressivement, on va... Oui, vraiment, il y a différentes étapes, qui sont données par rapport au ressenti, et ça dépend finalement de ce qui est recherché par rapport à un but précis, par rapport à un objectif précis de l'enseignement. Alors, faire le lien entre une question qui nous a été posée et rebondir en étant sur ce que disait Patrick au début, la verbalisation, c'est aussi ce qui va permettre aux élèves de prendre conscience de ce qu'ils font. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, de préciser ça en danse, et puis peut-être après aussi dans les autres activités que vous pouvez présenter aujourd'hui? Eh bien, comme j'ai pu le dire avant, hein, le fait de verbaliser les difficultés qu'ils rencontrent permet de ensuite donner du sens aussi aux remédiations proposées par l'enseignant. Et donc d'engager les élèves dans quelque chose qu'ils vont comprendre, qu'ils vont accepter. En danse, dans le processus de création, il y a la répétition qui demande un engagement particulier, hein, de l'élève.
souvent ils peuvent avoir tendance à répéter une fois et dire c'est bon, on a terminé. Et du coup, ça permet aussi de déléguer finalement une certaine forme de compréhension du problème, non pas simplement à l'enseignant, mais aussi à l'élève, dans ce rapport, dans cette relation de confiance qu'on peut créer. Voilà, c'est la réponse que je donnerais par rapport à la question qui a été posée. Oui, alors, pareil, en escalade, la verbalisation va être importante, notamment sur une échelle de ressenti. Ça va être le cas lorsque l'élève devient de plus en plus efficient, il a de moins en moins cette sensation de fatigue. La verbalisation, elle est importante au niveau social, dans le groupe, lorsque on va être sur des situations de bloc, les animaux ont tendance à aller voir les élèves en difficulté ou au contraire ceux qui sont en réussite et leur demander des solutions. Donc la méthode pour passer dans un passage clé, soit d'un bloc, soit d'une zone. Mais encore une fois, et je rejoins Charlie, c'est l'enseignant est vraiment au cœur de cette verbalisation. De même, parfois, il est compliqué de s'exprimer. Donc, il faut aller vers eux et leur demander régulièrement quelles ont été à la fois leurs sensations, leurs ressentis, et puis leur perspective par rapport à une évolution. Si je peux compléter ce qui vient d'être dit, et puis pour revenir un petit peu sur la question qui était précédente, effectivement, les ressentis en danse et la verbalisation permet également de se recentrer dessus, sur un travail d'appui, comment sont positionnés les appuis, si on positionne les appuis face et ensuite on se déplace, et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Le rôle du regard, est-ce que le regard amène au déplacement? Est-ce que c'est le déplacement qui amène au regard? Qu'est-ce qui se passe s'il y a un déséquilibre? Comment on se rééquilibre? Donc, toute cette phase qui est compliquée à ressentir pour les élèves justement et à verbaliser, et là, à ce moment-là, le rôle de l'enseignant est primordial pour justement accompagner dans cette phase d'expression des ressentis. Moi, si je pourrais juste ajouter en saut, comme disait Stéphane, c'est compliqué des fois où les élèves ont des difficultés à mettre les bons mots. Donc en fait, l'enseignant, c'est juste aussi dire plus vite ou moins vite par rapport à un saut, ou plus mieux ou moins bien d'un essai à l'autre, et de comparer leur production motrice d'un essai à l'autre. Et du coup, c'est le début d'un engagement dans justement ce que je fais et ce que je ressens. Et voilà, des petits questionnements permettent de les centrer sur ce qu'ils font et de chercher à ce que, quelque part, ils cherchent à transformer leur comportement moteur. Tout à l'heure, je faisais allusion en introduction, effectivement, à l'intérêt de faire verbaliser les élèves pour verbaliser leur intention, pour voir quel est l'écart entre justement ce qu'ils ont l'intention de faire et ce qu'ils produisent vraiment. Est-ce que, et moi j'ai pu le voir dans vos images, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi qui est intéressant à souligner dans l'intérêt de la vidéo? C'est-à-dire qu'à un moment donné, poser la question à l'élève, qu'avais-tu l'intention de faire, et lui montrer ce qu'il a produit réellement derrière, c'est de lui donner un feedback par l'image qui peut, me semble-t-il, apporter vraiment de la plus-value dans l'usage et l'utilisation du numérique. Alors justement par rapport à ça, notamment sur la pose des appuis en escalade, ils ont parfois la sensation de placer convenablement le pied. Quand on redétaille avec eux, notamment avec des effets de zoom, on peut voir et leur faire prendre conscience qu'ils ont une très mauvaise image de ce qu'ils ont réalisé. Et j'entends également par rapport à ça, dans leur schéma corporel. C'est extrêmement compliqué lorsqu'on se retrouve à 6 ou 7 mètres du sol, d'avoir une image suffisamment précise et décontextualisée. Les affects sont tellement importants, il suffit de le voir avec un groupe, hein, leur donner une consigne pour saisir une préhension main droite, ils ont tendance à aller chercher une préhension main gauche. Malheureusement, au niveau cognitif, les affects prennent le dessus. Donc l'utilisation de la vidéo permet de recentrer l'élève sur ses actions réelles et sur son schéma corporel tel qu'il l'a réellement mis en action. Parce que j'ai envie de vous demander, là, c'est pas une question piège, mais j'imagine que voilà, on a des collègues derrière l'écran qui disent oui, mais bon,
là on a en face de nous des experts dans leur activité, c'est pas si facile en fin de compte d'analyser les conduites motrices quand on est un petit peu moins spécialiste en danse, en escalade, en athlée. Et est-ce qu'on pourrait ensemble essayer de dégager justement quelques invariants qui permettraient, quelle que soit l'activité support de l'enseignement, de partir sur une démarche qui permette justement de mettre en œuvre une analyse des réponses des élèves. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour vous, dans votre pratique au quotidien, vous sert à transférer l'usage que vous avez dans votre activité d'expert, transférer justement une sorte de mécanique qui vous permette de mieux analyser les conduites ou pas? Ou est-ce qu'on est dans ce constat qu'effectivement, on est plus en capacité de le faire dans une activité dont on maîtrise mieux les contenus que dans une autre activité, malheureusement, voilà, il n'y a rien de transférable. Moi, je pense qu'il y a des éléments, par exemple, si en termes d'observables, les appuis, l'alignement et la vitesse, ce sont 3 observables qu'on peut retrouver dans les différentes activités. Effectivement, quand on est spécialiste, on le voit tout de suite parce qu'on a vu sûrement plus d'élèves, on a entraîné, et nous, on connaît, enfin, on sait sur quel élément on a à porter notre attention parce qu'on maîtrise l'activité et on connaît un petit peu mieux les élèves dans cette activité-là. Mais je pense qu'au niveau des appuis en danse ou en escalade, on a justement la qualité d'appui, la pose d'appui qui peut être également observée et transférable, enfin être un élément commun. La vitesse d'exécution, on l'a tous, on a des variables là, en termes de variation, d'accélération, de ralentissement. Et après, l'alignement du corps, je pense que là, ces 3 éléments-là qui peuvent être communs, quelle que soit l'activité enseignée. C'est des petits repères voilà, qui pourraient être communs. J'imaginais qu'on pouvait aussi réfléchir en termes de ressources. C'est-à-dire de se dire qu'à un moment donné, par exemple, on sait qu'en escalade, un débutant, en termes de prise d'information, c'est extrêmement complexe. Et que quelque part, on pourrait transférer cette analyse que l'on peut avoir de la prise d'information dans une situation, quelle que soit l'activité, la transférer à des degrés différents. Voilà, peut-être qu'en danse, c'est aussi valable, peut-être qu'en athlète, c'est également valable. Quelque chose qui soit de l'ordre du transversal. Parce que moi, je me mets à la place des collègues qui passent un concours et qui vont tomber dans le dossier sur une activité qu'ils maîtrisent mal. Pour autant, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller à ces collègues-là est-ce que ce n'est pas quelque chose qui se joue justement sur les ressources? Enfin, je ne sais pas, c'est une question que je pose comme ça. Je pense que l'analyse motrice, effectivement, peut complètement passer par un certain nombre d'observables liés à un problème informationnel. Est-ce que ce que rencontre l'élève est un problème d'information? Est-ce que c'est un problème d'un point de vue du corps? Donc, est-ce que c'est plutôt biomécanique? Est-ce que c'est affectif? Est-ce que c'est énergétique? Donc, voilà, ça c'est quelque chose sur ce cadre d'analyse qui peut être utilisé, à mon sens, quelle que soit l'activité, et ça doit amener aussi très certainement les candidats qui nous écoutent à se rassurer de ce point de vue-là. Après, c'est autre chose si on est spécialiste de l'activité, en cas d'une épreuve de spécialiste, hein, mais ça peut guider, et ça peut permettre aux enseignants qui nous écoutent aussi de trouver des remédiations par rapport à ce problème rencontré par l'élève. Ok. Une petite question de nos participants, pour rebondir sur ce que tu disais, donc on pourrait avoir ce cadre transversal qu'on pourrait utiliser dans toutes les activités, mais pour les enseignants du premier degré, on imagine que ça fonctionne également. Est-ce que vous auriez des conseils un petit peu différents ou plus appropriés pour les enseignants du premier degré qui souhaiteraient analyser les conduites motrices de leur élèves? Si on part effectivement d'un cadre d'analyse à partir des ressources, ce cadre est valable quel que soit l'âge de l'élève. C'est la proportion d'une des ressources par rapport aux autres qui, dans ces cas-là, va entraîner une focale sur cette ressource. Mais sinon, ce cadre reste toujours valable. Soit l'âge des élèves. Effectivement, et en fait, voilà, il y a certainement des ressources qui, à un moment donné,
devront être plus prégnantes, et on le sait bien, parce que on le vit au quotidien et on l'a suffisamment étudié au cours de nos années en STAPS, bien, il y a des moments clés sur lesquels on peut travailler certaines ressources qui sont même indispensables de travailler à un certain stade de la maturité des enfants et pour lesquels, au-delà d'un certain âge, malheureusement, l'impact sera nettement moins important. Donc c'est important de connaître ces évolutions dans la physiologie des élèves et de réussir à saisir ces moments clés et de surtout pas passer outre à ce moment-là. Pour compléter ce que tu viens de dire, je pense que le plus important, c'est que le cadre d'analyse utilisé il soit opérant pour ceux qui l'utilisent. Et s'il est parlant, s'il permet d'observer des choses et s'il permet de proposer des remédiations, à ce moment-là, eh bien, je pense qu'il doit être utilisé par la personne. Non, enfin, en termes de ressources, c'est aussi l'idée quand on cherche les causes du comportement observé, bah justement, les causes, elles vont être différentes en fonction des ressources mobilisées par les élèves. Et dans une même situation, bah, ça sera peut-être une ressource informationnelle qu'il va falloir plus travailler pour cet élève-là. Et pour un autre, ce sera plus une ressource énergétique. Donc c'est aussi dans l'explication du comportement observé que ces ressources-là sont intéressantes à développer. Et quand on est dans le primaire, voilà, la connaissance de l'élève et du fonctionnement de l'élève dans une activité est importante pour comprendre pourquoi il fonctionne comme ça à ce moment-là. Ça me fait penser, si je peux me permettre, parfois on observe qu'il y a tellement de choses à observer et tellement de problèmes qu'on peut être nous-mêmes parfois dans une espèce de brouillard, c'est-à-dire mais par quoi je vais commencer. Et justement, en tirant peut-être une ressource qui poserait problème, proposer un contenu qui permet justement de travailler cette ressource-là peut être une direction intéressante pour les enseignants du premier comme du second. Bien, eh bien écoutez, vraiment un grand merci à vous trois, à Juliette, et puis à tous les collègues que vous ne voyez pas à l'écran et qui m'ont donné un coup de main pour la réalisation. Laj Azouzi, Johan Thomas-Zauer et Fabrice Bruchon étaient aux manettes. Alors, ils ont beaucoup souffert aujourd'hui parce que effectivement, nous avons eu quelques soucis techniques. J'espère que vous ne en tiendrez pas rigueur, mais en tout cas, comme je le disais tout à l'heure sur le replay, vous pourrez voir tout ça en qualité optimale. On vous donne rendez-vous le 10 février, donc pour le deuxième volet de cette thématique donc liée aux apprentissages en EPS. Son deuxième volet donc portera sur l'incidence des types de groupements sur les apprentissages et la socialisation. Quid de la façon dont on compose les équipes? Quid de la façon dont on organise l'espace et les groupes de travail? Quid de l'utilisation des montantes descendantes? Tout ça, ce sera des thématiques que nous aurons l'occasion de traverser et puis qui, je l'espère, vous aidera à améliorer votre quotidien d'enseignant. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous. Rendez-vous au 10 février et très rapidement, nous allons faire en sorte que vous puissiez revoir ce webinaire en ligne, à la fois sur le site EPS de l'Académie Créteil et sur notre chaîne YouTube. Bonne soirée à tous, à très bientôt.